La mondialisation est-elle finie? En plein Covid, ils étaient nombreux à estimer que le monde ne serait plus comme avant. Et pourtant, quelques années plus tard, oui, les bureaux sont un peu moins occupés, mais la mondialisation, elle, est toujours là. Concept porté par de nombreux économistes, unique moyen, selon eux, de donner de l'élan, de la croissance à des économies aujourd'hui planétaires. Dans cette symphonie pour le libre-échange, plusieurs voix dissonantes s'élèvent, dont celle de Guillaume Vuillemet, professeur de finance à HEC. Il défend le temps de la démondialisation, idée développée dans un ouvrage édité au Seuil dans la collection La République des idées. Guillaume Vuillemet, pour vous, le temps de la démondialisation, ça veut dire quoi? Alors, j'essaie, dans mes travaux scientifiques et dans ce livre, de comprendre les coûts et les bénéfices, enfin les coûts et les bénéfices de la mondialisation. Mon constat est le suivant: depuis plusieurs décennies, tous les discours dominants ont été extrêmement favorables à la mondialisation, n'ont vu principalement que ses avantages, à savoir ses bénéfices pour le consommateur. On avait plus de biens à des prix plus bas, mais on a considérablement négligé les coûts de la mondialisation, que ce soit les coûts sociaux, les coûts environnementaux, les coûts en termes de défense d'un modèle social ou de tradition, d'industrie, de savoir-faire ou d'intérêt stratégique. Et donc aujourd'hui, il est temps, et on voit partout dans le monde, revenir ces aspects négligeables de la mondialisation. Et il ne s'agit pas de tirer un trait sur absolument tout, mais de rétablir un équilibre qui a été, à mes yeux, rompu depuis assez longtemps. Donc, vous reprochez à la mondialisation d'avoir fait du business, mais de s'être coupé de la vraie vie? En un sens, oui, de manière extrêmement schématique. Ce que je dis, c'est que pour faire très simple, la mondialisation a eu effectivement des bénéfices importants pour le consommateur. Si on mesure des mesures de consommation, de niveau des prix, et cetera, la mondialisation a effectivement fait baisser les prix. On échange plus de choses, et cetera. Mais il y a eu des coûts qu'on ne voit pas directement dans la consommation et dans les statistiques économiques, qui sont des coûts environnementaux, des coûts sociaux, des coûts stratégiques. Et je crois qu'aujourd'hui, une grande part même du mal-être dans nos sociétés vient de ces choses sur lesquelles on a du mal à mettre des chiffres, mais qui existent réellement et qui sont ces coûts collectifs de la mondialisation. Mais la mondialisation aussi apportait du confort. Enfin, il faut se souvenir, dans les années 50, les appartements n'avaient pas eau et gaz à tous les étages, quoi. Donc, effectivement, on a eu l'électroménager, on a eu les voitures, on a eu... Enfin, ça a vraiment apporté des choses aux gens. Les gens ont gagné quand même avec la Alors, démondialisation. en tant que consommateur, en tant qu'individu, on a évidemment gagné. Mais il y a eu des coûts qui sont davantage collectifs. Je crois qu'aujourd'hui, le but n'est pas, pas de tirer un trait complet sur les bénéfices, mais simplement de rétablir ces coûts et de dire, finalement, il y a eu des aspects qu'on a considérablement négligés dans l'étude de la mondialisation. Pendant très longtemps, un économiste ou un homme politique qui émettait presque le moindre doute sur la mondialisation était immédiatement disqualifié. Il y a une phrase assez célèbre, enfin que je sais plus si je la cite, mais de Paul Krugman, qui a eu le prix Nobel il y a quelques années en économie, très très médiatique, qui dit s'il y avait une religion des économistes, et lui il y adhère, il la défend, le premier dogme serait il n'y a que du libre-échange bénéfique et il n'y a jamais quelque chose qui soit du libre-échange qui puisse faire du mal à quiconque. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement ancré. Toute l'avancée des traités de libre-échange depuis des décennies s'est fondée sur l'idée qu'il fallait toujours maximiser le volume des échanges, sans voir certains aspects qui, à mes yeux, méritent d'être inclus dans le débat. Oui, alors Friedman, dans son ouvrage Le monde est plat, défend un peu cette thèse-là. C'est-à-dire qu'il dit que finalement, la mondialisation permet de faire plein de choses n'importe où. Un jeune Pakistanais peut avoir une idée et la vendre à l'autre bout de la planète sans aucun problème. Donc c'est plutôt positif, ça. Alors, il y a effectivement des aspects positifs, mais je crois qu'effectivement, aujourd'hui, les coûts sont très importants. Alors, il faut rentrer dans le détail de ces coûts, mais il y a un exemple que j'aime beaucoup prendre, que je prends très souvent. Eh bien, il y a aujourd'hui du poisson qui est pêché au large des côtes de Bretagne, qui est envoyé en Chine pour être vidé et qui est réimporté en France pour être vendu en supermarché à Saint-Malo. Bon, du point de vue du seul consommateur, ça c'est bénéfique. Il paie moins cher, et c'est effectivement moins cher. Et voilà. Par contre, est-ce que du point de vue collectif, est-ce que si on prend en compte l'impact sur les communautés locales et si on prend l'impact sur l'environnement, est-ce que ça reste bénéfique? Là est la question. Je crois qu'on pourrait prendre un autre exemple qui est similaire au vôtre avec le lin qui est élevé en Normandie et qui, pareil, part à l'autre bout du monde pour revenir
sous forme de chemise. Voilà, il y a énormément d'exemples. On pourrait effectivement le bois également, beaucoup de la forêt française est coupée évidemment en France et puis exportée pour être débitée en planches et réimportée, etc. Alors, vous opposez en fait dans votre ouvrage, et ça c'est vraiment très, très intéressant et je trouve peu évoqué, deux concepts. On va dire le premier concept qui est les intérêts privés, sont donc défendus par la mondialisation, par les adeptes du libre-échange, et les biens communs. Alors, ce n'est pas les communs comme certains peuvent en parler aujourd'hui, mais les biens communs. C'est vraiment ça pour vous, il y a opposition entre ces deux choses, et le libre-échange a oublié les biens communs. Alors, je crois que ça revient à des questions extrêmement fondamentales, mais je crois que tout homme a à la fois évidemment une singularité individuelle, une existence comme individu, mais aussi une existence qui n'est pas qu'individuelle. Nous sommes membres de familles, de communautés, de sociétés, de civilisations, de cultures, etc. Et ces choses-là ont aussi de la valeur. Et on ne peut pas se penser indépendamment de ces choses, de ces enracinements collectifs, historiques, sociaux, etc. Bon. Et effectivement, dans tout le paradigme qui a mené au libre-échange, on a complètement évacué cette dimension collective. Si vous voulez, le modèle le plus simple des économistes pour penser le libre-échange, c'est la chose suivante, c'est de dire, eh bien, vous êtes un individu, je suis un individu, si nous sommes tous les deux d'accord pour échanger une baguette de pain contre 1,50 €, eh bien, on y gagne. Et quand on a dit ça, on dit, bah, le libre-échange, c'est formidable. Et tout ça est vrai, indépendamment du fait que vous soyez breton, français, européen, chinois, peu importe. Et même chose, donc, si on se limite à ça, on ne voit que des bénéfices, mais on ne voit pas effectivement des coûts collectifs qui, je crois, sont importants. Et aujourd'hui, de plus en plus sérieusement ressentis. Hein. Alors, j'ai ouvert votre livre parce que je vais dire un mot qui est très compliqué à dire et il faut que je le lise. Vous parlez non pas de mondialisation, mais de déterritorialisation. C'est une autre vision du monde. Alors, je crois que pour moi, c'est le concept clé. L'ouvrage a une dimension historique également. Enfin, je refais une sorte d'histoire de la mondialisation, une autre histoire de la mondialisation. Et ce concept est effectivement fondamental. Quelle est l'idée? L'échange lointain a à peu près toujours existé. On trouve de l'échange lointain, évidemment, abondamment sous l'Antiquité, et même probablement bien avant. Bon. Mais à l'époque, et pendant très longtemps, le commerce sur des longues distances restait un commerce qui s'efforçait toujours de trouver un équilibre entre les intérêts privés des marchands et puis l'intérêt des territoires qui étaient traversés. Bon, l'exemple type, c'est celui du Moyen-Âge. Toute l'Europe est une succession de provinces, de principautés, de régions, de comtés, de duchés, etc., de royaumes. Et eh bien, les marchands traversent, mais à chaque fois, eh bien, ils se plient à des normes, des taxes, etc., à l'octroi, voilà, à la barrière, voilà, exactement, qui visent en quelque sorte à toujours maintenir une sorte d'équilibre entre le fait que des marchands passent pour leurs intérêts, mais il y a une contribution au territoire traversé, etc. Bon. Donc il y avait cette territorialisation des échanges faisait qu'on gardait cet équilibre entre biens communs et intérêts privés. Bon. Et d'ailleurs, c'était même vrai pour le transport maritime, puisqu'à l'époque, le transport par mer, c'était du cabotage, donc on allait d'un port à l'autre en longeant les côtes, donc on s'affranchissait jamais complètement des terres. Bon. Je crois qu'effectivement, le grand trait de la mondialisation moderne, c'est la déterritorialisation, donc cette idée qu'on peut s'affranchir de ces territoires. Et concrètement, donc moi je le fais remonter aux grandes découvertes des 15e, 16e siècles. Alors évidemment, à l'époque, c'est la racine historique. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on découvre, où le monde s'ouvre, où toutes les mers du monde sont ouvertes au commerce, eh bien, un marchand peut dire, finalement, maintenant, je suis plus dépendant, j'ai plus à traverser telle ou telle province ou État ou région hostile. Je peux simplement la contourner par la haute mer et puis donc en fait ne plus réellement rejoindre que les juridictions les plus favorables au commerce. Bon. Et donc progressivement. Ouais. Donc c'est Colomb, Magellan, Vasco da Gama voilà. qui lancent ça. Exactement. Alors effectivement, à l'époque, ça reste plus théorique que pratique, parce que les coûts d'échange restent évidemment considérables, donc on va pas vider le poisson en Chine à l'époque, mais dans les représentations, je crois que c'est vraiment le tournant fondamental où on se dit, maintenant, il y a un espace sur Terre qui échappe quasiment complètement aux politiques, qui échappe aux États, qui échappe aux territoires, et où peuvent se développer des échanges entre individus privés, indépendamment quasiment de toute norme, de tout contexte culturel, social, etc. Et ça rejaillit notamment dans le droit, où très vite on voit apparaître sur les mers un droit maritime qui obéit à des principes complètement différents
du droit civil qui, à l'époque, prévaut partout ailleurs. Voilà, donc une grande partie de votre ouvrage repose sur l'analyse de ce monde maritime. Et c'est très intéressant parce qu'il y a une phrase qui dit sur Terre, il y a les morts, les vivants et les marins. Et en fait, ils ont appliqué ça, mais alors à 800%, puisque le monde maritime est en dehors du monde, du reste du monde, du reste de la planète Terre. Alors ça, je crois que c'est peut-être le point le plus fondamental et peut-être le plus méconnu aussi. Parce qu'évidemment, très vite, quand s'ouvrent les mers, donc avec les grandes découvertes, eh bien, à l'époque, on est dans un monde où les États modernes, que ce soit l'Espagne, le Portugal, la France après, etc., l'Angleterre évidemment, la Hollande, les Provinces-Unies, etc., montent en puissance et jusqu'à présent, il y avait toujours un peu l'idée que toute parcelle de terre appartenait à tel ou tel souverain ou tel empereur. Bon, dès lors que les mers s'ouvrent, à qui appartient la mer? Bon. Et il y a un très grand débat au début du XVIIe siècle où, par exemple, au début, les Espagnols, les Portugais, les Anglais, etc., revendiquent la possession de quasiment des mers de la planète parce qu'ils disent on les a découvertes. Donc, comme on a découvert une terre, on y a fait voguer des navires pour la première fois, eh bien, ça devrait nous appartenir. Et donc, en fait, à l'époque, il y a un livre très célèbre du juriste hollandais Grotius, Mare Liberum, la liberté des mers, qui formule pour la première fois un principe qui, en fait, va s'imposer et qui est toujours aujourd'hui le principe peut-être le plus fondamental en droit maritime, qui est la liberté des mers. C'est-à-dire, non, en fait, le monde de la mer obéit à une logique complètement différente du monde des terres et aucun souverain ne peut revendiquer sa souveraineté sur les mers. Donc c'est un espace en dehors des territoires où n'importe qui en principe peut aller sans être sujet à aucun droit national particulier. Et ça, je crois que c'est très fondamental. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que comme il n'y a pas de règles, en fait, ils créent leurs propres règles, et c'est là où on a la dissonance entre une règle terrestre qui sert le bien commun et cette règle maritime qui, elle, sert des intérêts privés. Exactement. Disons, dans tout le droit qui précède ce monde-là, qui est le droit civil, disons, dans civil, il y a civis, la cité, eh bien, il y avait toujours un équilibre en disant le droit existe en vertu d'une vision du monde, une vision de la société qu'on juge une société bonne, de certaines valeurs, de certains principes. Bon. Dès lors qu'on est sur les mers et qu'on peut rencontrer des personnes venues du monde entier, qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas la même culture, etc., eh bien, le seul problème qui se pose, c'est pas le problème d'une vision du bien commun, c'est le problème de comment est-ce qu'on trouve les meilleurs arrangements privés pour résoudre un conflit commercial qui peut arriver. Et donc, le droit qui va se développer sur les mers est un droit beaucoup plus individualiste, beaucoup plus, donc fondé uniquement sur les intérêts privés, sans vision, on va dire, surplombante du bien commun. Un droit qui est beaucoup plus écrit, à une époque où le droit reste en partie oral, etc. Donc, il y a vraiment un droit complètement différent qui se met en place. Alors, à nouveau, ça peut paraître un peu lointain ou un peu anecdotique, mais en fait, ça l'est pas du tout. Quand on voit qu'aujourd'hui, tout ce droit a pris une importance considérable et, on le dirait certainement, 90% du commerce maritime mondial se fait par les mers. Et ce commerce se fait par des navires dans des pavillons de complaisance qui, justement, sont des zones un peu de non-droit. Alors justement, parce qu'effectivement, c'est très concret pour nous. Alors peut-être parce que quand on consomme un objet qui est venu par un container qui s'est retrouvé au Havre ou à Rotterdam, ça nous concerne, mais c'est là où on le voit le plus, cette histoire, c'est quand il y a une marée noire. C'est-à-dire quand le Prestige perd sa cargaison au large des côtes espagnoles et puis que ça arrive en France, on n'arrive pas à trouver les responsables. Tout à fait. Donc, comme on le disait, aujourd'hui, à peu près 80 à 90%, selon comment on calcule, de tous les biens qui sont échangés dans le monde voyagent par les mers, donc sans transport maritime, c'est-à-dire sans porte-conteneurs et sans tanker, pour faire simple. Il n'y a pas de mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est vraiment l'avion ou le train, ça reste très marginal. Bon. Et sur ces navires, donc sur ces immenses porte-conteneurs, 80 à 90% à nouveau sont immatriculés dans des pavillons de complaisance, donc de très petits États, les principaux étant les îles Marshall, le Panama, le Liberia, quelques autres. Évidemment, ces navires ne vont jamais là-bas, ces pays n'ont pas réellement la capacité à faire respecter des normes en matière technique, environnementale, sociale, etc. Et donc, le jour où il y a effectivement des marées noires ou des problèmes juridiques autres, on peut penser aussi à l'explosion qu'il y avait eu dans le port de Beyrouth il y a quelques années avec un navire de très mauvaise qualité qui a explosé, eh bien c'est quasiment impossible ou très difficile en tout cas de rechercher
les coupables, parce qu'il y a tout un système de droit parallèle, de société écran, d'immatriculation, disons fictive, très complexe à démêler pour un juge. Oui, mais c'est très, enfin, concrètement, ça peut être des dizaines d'écrans de sociétés, enfin, essayer de savoir qui a récupéré, quel est l'armateur qui est propriétaire de la cargaison et qui va le récupérer, c'est très C'est compliqué. extrêmement compliqué. Un autre exemple, c'était le Prestige, c'est celui de l'Erika, au large des côtes françaises. Donc il y a eu un procès évidemment très très long. Les documents produits dans ce procès, si on recherche sur Google, c'est assez fascinant. On a des graphiques avec les empilements de sociétés écrans dans des dizaines de juridictions différentes, et quasiment tous les plus petits États archipels de la planète apparaissent à un moment ou à un autre. Enfin, c'est assez incroyable et effectivement très très compliqué pour un juge d'aller, chacune de ces sociétés est une société écran, donc qui n'est pas capitalisée, ou très peu capitalisée, donc il n'y a pas réellement de ressources à saisir. C'est une boîte aux Voilà, lettres dans souvent un village. voilà, exactement. Souvent c'est anonyme, donc on ne sait même pas qui est le propriétaire ultime, etc. Donc en fait, ça rend les choses extrêmement compliquées. Et ce droit parallèle, ce monde parallèle qui aujourd'hui est vraiment central, je crois, naît vraiment, comme je l'ai décrit, il y a plusieurs siècles et a pris un essor évidemment très important au fur et à mesure que les techniques ont évolué, hein. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que le commerce international mondial maritime pourrait fonctionner sans ce système-là? C'est-à-dire avec des règles internationales plus étatiques, plus civiles? Alors, je pense qu'il y en aurait moins. Il fonctionnerait, mais il y en aurait moins. Les pavillons de complaisance, faut bien voir que ça a quelques décennies. Alors, il y a toute une histoire des pavillons de complaisance, mais les premiers apparaissent probablement, en tout cas de manière importante, au moment de la prohibition, donc dans les années 1910, aux États-Unis. Et c'est pour ça que le Panama devient à l'époque un grand pavillon de complaisance, parce que les navires passent par le canal de Panama, donc s'immatriculent au Panama pour pouvoir servir de l'alcool entre la côte est et ouest des États-Unis. Bon, à l'époque, ça reste anecdotique. Bon. Puis il y a quelques autres usages pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc., pour contourner les embargos. Bon, mais ça reste marginal. Le vrai essor, c'est les premières marées noires dans les années 60-70, où là, il y a un changement radical de vision du monde. Jusque dans les années 60, pour faire simple, quand un navire coule, on plaint l'armateur. On dit, ah, le pauvre armateur, il a perdu beaucoup d'argent, et une cargaison, il va faire faillite. Bon. On plaint l'armateur grec, essentiellement. Voilà, exactement. Mais à l'époque, la pollution n'existe encore pas vraiment. Mais pendant assez longtemps, c'est pas vraiment le sujet. Quand on a vraiment les premières grandes marées noires, eh bien là, on plaint plus l'armateur, on l'accuse. Et donc, le droit change à ce moment-là pour dire, faire peser beaucoup plus de responsabilités sur l'armateur. Et donc, dans tous les pays, le cadre réglementaire évolue pour, augmenter les montants d'assurance qu'ils doivent payer, pour augmenter la responsabilité en cas de dommage, etc. Et à l'époque, j'ai retrouvé dans mes travaux historiques une citation du patron d'Exxon, qui à l'époque dit, de toute façon, c'est très simple, vous pouvez toujours nous réguler, mais si vous nous régulez, on ira s'immatriculer ailleurs. Bon. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Mais jusque dans les années 60-70, ça reste assez marginal. En 1960, un navire qui est possédé par des capitaux français, il est immatriculé en France, il n'est pas immatriculé au Panama ou ailleurs. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et donc aujourd'hui, est-ce que il y a eu des moyens de un peu réguler? Alors visiblement, sur par exemple les pétroliers, on a l'histoire des doubles coques. Donc on a réussi à imposer des normes, mais par d'autres biais, c'est-à-dire en disant, vous passez dans nos eaux territoriales, donc là finalement vous êtes sous notre droit, pour y passer il vous faudra de la sécurité. Tout à fait. Alors aujourd'hui, le principal moyen de contrôle, c'est ce qu'on appelle le contrôle par l'État du port, c'est-à-dire que la France ne peut pas réguler un navire qui est au plein milieu de l'Atlantique, mais ce qu'elle peut dire, c'est quand le navire entre dans les eaux territoriales françaises, eh bien le droit français s'applique et donc les réglementations techniques, etc., peuvent s'appliquer. Bon. Et concrètement, comment c'est contrôlé? Eh bien, quand le navire va arriver au port du Havre, eh bien, avec une probabilité non nulle, qui n'est pas non plus forcément très élevée, mais enfin une probabilité qui existe, eh bien il y aura un inspecteur qui va venir et qui va inspecter le livret de bord, la coque, etc., l'équipage, enfin tout ce qui peut relever du droit français. Bon. Et si le navire n'est pas conforme, eh bien dans les cas les plus banals, eh bien on va le laisser repartir. Mais on lui dit, avant ton prochain passage, il faudra régler tel et tel problème. Et dans les cas les plus graves, relativement rares, mais qui existent, eh bien, le navire va être détenu
jusqu'à ce que les problèmes soient réglés ou que l'armateur soit engagé à aller, par exemple, dans un chantier naval, régler les problèmes. Donc il y a ces contrôles qui ont permis d'améliorer les choses évidemment, qui restent à mes yeux assez imparfaits pour différentes raisons. D'abord parce que, évidemment, au-delà des côtes, c'est très difficile de faire quoi que ce soit. Or, une marée noire peut venir de navires qui sont au-delà des eaux territoriales. Et deuxièmement parce que même les États eux-mêmes ont finalement assez peu, dans le contexte d'un monde ouvert, d'incitation à réellement contrôler les navires. La France, il y a quelques années, a été condamnée pour ne pas inspecter suffisamment les navires. Alors vous êtes universitaire et chercheur, donc vous n'êtes pas quelqu'un qui offrait des solutions. Quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit que vous avez été entendu par les sénateurs et qu'eux cherchaient des solutions. C'est-à-dire que tout le monde essaie de trouver des solutions à ce problème. Oui, en tout cas, alors moi, mon but est vraiment plutôt que de dire ce qu'il faut faire, parce que évidemment, j'ai quelques idées, mais j'ai pas de. Quand un sénateur me dit quelle est la solution, il n'y a pas un texte de loi déjà tout fait, facile à écrire. C'est évidemment très compliqué, beaucoup d'interactions, etc. Par contre, ce que j'essaie de faire, c'est effectivement de donner un cadre conceptuel qui permet de penser réellement, sérieusement les coûts du libre-échange, pour dire, finalement, à partir de maintenant, quand on va évaluer des traités de libre-échange, il y en a encore beaucoup qui sont négociés quasiment chaque année, par exemple, par l'Union européenne, on doit changer un peu de paradigme ou de grille de lecture pour considérer les choses sous un angle parfois un peu différent. C'est vraiment mon but. Et je pense notamment, j'ai ce thème sur un peu une sorte de réhabilitation d'un certain protectionnisme qui, je pense, mérite considération. Alors justement, ce serait un protectionnisme comment? Parce que si c'est un protectionnisme en fermant les frontières et en juste réaugmentant les frais de douane, on sait que c'est pas comme ça que ça pourra fonctionner. Alors moi, disons que l'argument fondamental, c'est de dire, faut plutôt inverser le problème. Faut se dire, comme je vous le disais en début d'entretien, on a vraiment cette dialectique entre intérêts individuels et certains biens communs à préserver. La bonne manière de voir ça, c'est de dire quels sont finalement, en tant que pays, et même à tous les niveaux d'ailleurs, en tant qu'Europe, en tant que pays, en tant que région, en tant que peut-être même commune, j'en sais rien, enfin à tous les niveaux, il n'y a pas de raison que ce soit uniquement au niveau national, quels sont les biens communs qu'on veut protéger. Ça peut être des savoir-faire extrêmement locaux. Je pense qu'un des meilleurs exemples à mes yeux de protectionnisme, c'est les appellations d'origine contrôlée. Les AOC qui marchent extrêmement bien, c'est quoi? C'est des terroirs qui disent on a un savoir-faire qui est à peu près unique au monde. Le vin qu'on fait là n'est pas tout à fait le vin qu'on fait partout ailleurs, et donc on veut protéger ce savoir-faire-là. On va communiquer là-dessus, on va réserver une appellation, etc. Et donc ça, à mes yeux, c'est un protectionnisme qui marche extrêmement bien pour protéger un savoir-faire, des traditions, une spécificité, des terroirs, etc. Donc, je crois que c'est la bonne manière de penser les choses, c'est de dire au niveau européen, quelles sont les choses qui sont vraiment très fondamentales et qu'on veut préserver. Au niveau français, quelles sont les choses très fondamentales, et c'est pas les mêmes là pour le coup que les Allemands, que les Italiens, etc. Et en fait, à tous les niveaux, se dire quels sont les biens communs vraiment importants. Et puis tout le reste, évidemment, il n'y a aucun problème si c'est une logique beaucoup plus marchande qui s'applique, parce que là, ça pose beaucoup moins de questions relatives aux biens communs. Alors on voit que le poids de l'opinion publique commence à peser, notamment sur la pollution. Le transport maritime est extrêmement polluant. Et donc on voit que les armateurs, les grands armateurs, alors en France CGA, CMA, CGM pour le citer, sont en train de travailler sur des supertankers qui sont des monstres, hein, moins consommateurs en pétrole et donc moins émetteurs de CO2. Alors oui, effectivement, c'est dans l'absolu évidemment quelque chose de souhaitable. Là, j'ai pas tellement l'expertise technique. La question, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que c'est réellement crédible ou pas. C'est un peu comme l'avion propre. Le problème, c'est qu'on prend trop l'avion, ou est-ce que c'est que l'avion est-ce que autant de trafic aérien avec le taux de croissance qu'il a, ou le trafic maritime, est-ce que c'est viable, même si on réduit un petit peu la consommation j'ai quelques doutes, mais je suis pas expert, et il y a peut-être effectivement des solutions qui émergeront un jour, et en tout cas, c'est plutôt sain de poser la question à minima. En tout cas, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Il y a beaucoup de recherches là-dessus. Et qui, effectivement, essaient de réduire de 20 à 30%. Et l'enjeu est effectivement très important, parce que les tankers ou les porte-containers, donc qui sont, comme vous le disiez, des monstres, la plupart d'entre nous n'en ont jamais vu dans notre vie, enfin on ne les voit jamais, mais ça fait la taille de plusieurs stades de foot. Je cite un chiffre de mémoire qui est peut-être pas exact à la virgule près, mais si on prenait l'ensemble des containers
sur les plus gros porte-conteneurs actuels et qu'on les mettait sur un train, on aurait un train qui irait d'Irlande ou d'Angleterre jusqu'en Pologne, sur un seul navire. Donc c'est quelque chose d'absolument considérable. Et donc vous imaginez l'énergie qu'il faut pour propulser un navire comme ça aux vitesses auxquelles ils avancent, et sachant que c'est les hydrocarbures les plus lourds, donc les plus polluants, qui sont utilisés dans les conteneurs classiques. Donc ça, c'est un bien commun quand même. La qualité de l'air et l'air et la Voilà, mer. typiquement, exactement, l'air, la mer. Et puis, donc, comme je dis, moi, dans l'ouvrage, à mon avis, il y a deux types de biens communs assez différents. Il y a effectivement, donc, ou en tout cas, d'effets du transport sur les biens communs. Il y a les effets directs, c'est-à-dire que la pollution des mers, la biodiversité marine, etc. Et puis, il y a le fait que comme le transport est aussi peu cher, en raison des pavillons de complaisance, en raison de l'évasion réglementaire et fiscale, etc., eh bien, ça permet beaucoup de choses qui ne seraient pas faisables autrement. Le fait de délocaliser tout et n'importe quoi n'est possible que parce que le coût de transport est artificiellement peu cher, hein. Et ça, c'est un effet induit qui, à mes yeux, est encore beaucoup plus important, peut-être que les effets directs sur les émissions du secteur maritime. Alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'une relocalisation des industries, qui est en général l'envie ou la volonté des gens qui sont souverainistes, on va dire, n'est de toute façon pas possible tant que le transport maritime est peu cher. Peu cher parce que évasion fiscale et évasion réglementaire, c'est très important. Tout à fait. Alors, je crois que c'est effectivement assez peu crédible, parce que je pense que parler de relocalisation ou de reterritorialisation dans un monde qui resterait aussi ouvert et donc avec autant de possibilités d'évasion réglementaire et fiscale, c'est effectivement très compliqué. Sachant que les incitations sont très importantes. Le transport maritime est un secteur où il y a peu d'acteurs, des acteurs extrêmement compétitifs. Et donc aujourd'hui, même si un transporteur seul décidait de dire je ne suis plus dans des pavillons de complaisance, je vais ailleurs, etc., probablement il signerait son arrêt de mort en quelques mois ou en quelques années. Donc effectivement, c'est un problème presque systémique, et finalement c'est pour ça que moi j'accuse pas spécialement CMA, CGM ou d'autres, parce qu'en fait je pense qu'ils sont dans un système et en fait ils ont pour exister dans ce monde où les règles du jeu sont ce qu'elles sont, c'est très difficile de pas faire ce qu'ils font en fait. Le problème, c'est plus les règles du jeu qui aujourd'hui sont excessivement favorables à l'évasion fiscale et réglementaire, parce qu'effectivement on refuse certaines barrières, peut-être même assez minimales d'ailleurs, qui permettraient de rétablir un certain équilibre. Alors vous êtes professeur de finance, vous auriez pu prendre l'exemple de la finance. Ouais. La finance mondialisée, la finance électronique, numérique, avec des échanges en millisecondes d'un bout à l'autre de la planète. Et vous avez aujourd'hui le monde des crypto-monnaies. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de reproduire ce genre de comportement? Alors, je pense qu'il y a tout à fait les mêmes débats. Je pense même peut-être le point le plus fondamental du livre, c'est effectivement cette idée qu'il y a un deuxième monde hors sol, si l'on peut dire, qui s'est créé avec la mer, qui est hors des territoires, hors du politique, hors des biens communs. Il y a la même chose avec le numérique. En tout cas, quand le numérique a été créé historiquement, on a eu toutes ces déclarations d'indépendance du web, etc., avec cette idée que le web permettrait d'échapper complètement à toute forme d'état, de territoire, de réglementation, etc. Bon, on sait que c'est qu'imparfaitement le cas, évidemment, mais néanmoins, ça reste en grande partie le cas, dans la mesure où c'est très difficile de traquer un contenu ou de savoir quel est le régime juridique qui va s'appliquer à un contenu web qui peut être partout sur la planète et on ne sait pas trop où, etc. Donc il y a vraiment la même logique en termes en tout cas les mêmes dilemmes qui se posent et les mêmes difficultés qui se posent. Et effectivement, la finance comme le commerce en ligne d'ailleurs sont des secteurs qui ont considérablement bénéficié de ça. On trouve comme Amazon aujourd'hui, l'essentiel des biens qu'on achète viennent sur Amazon, ont un traitement juridique et fiscal en Luxembourg. Évidemment, c'est bien, le vendeur n'est pas au Luxembourg, l'acheteur n'est pas au Luxembourg, le bien n'a jamais été au Luxembourg, mais juridiquement, c'est luxembourgeois. Bon. Et ça, je crois que c'est vraiment le cœur de la déterritorialisation. Dans le transport maritime, on échange des poissons et du bois avec la Chine, avec un pavillon panaméen. Personne n'est panaméen dans l'affaire, il n'y a pas un centime panaméen, et pourtant c'est du droit panaméen. Et ben c'est la même chose avec Amazon, et c'est la même chose avec beaucoup d'échanges financiers aujourd'hui, qui effectivement ont un traitement juridique qui ne correspond pas à la réalité substantielle des affaires.
Alors, on a quand même l'impression que, en tout cas l'Union européenne, s'est attelée assez vite, a voulu réguler, alors assez vite à l'échelle de 10 ans on va dire, mais a voulu réguler, et effectivement les derniers règlements sur le numérique sont plutôt protecteurs en tout cas de Ouais, ouais. l'usager et de Alors, il l'utilisateur. y a effectivement des évolutions, c'est évident, faut pas caricaturer. Je pense d'ailleurs, comme dans beaucoup de domaines, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis quelques années sur le numérique, également sur le libre-échange. On voit aujourd'hui une volonté qui aurait été, je pense, inimaginable il y a 5 ou 10 ans, d'avoir une activité beaucoup plus forte en Europe sur les semi-conducteurs ou sur d'autres industries. Donc, il y a des évolutions et je pense que c'est plutôt une bonne chose de manière générale. Et mon sentiment profond, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix. C'est que le monde évolue ainsi. De plus en plus d'acteurs raisonnent en termes d'intérêt stratégique avant tout. On pense évidemment à la Chine ou à l'Inde. Et depuis peu, enfin, peut-être plus longtemps d'ailleurs, aux États-Unis, on voit ce que fait Biden sur les voitures électriques, etc. Bon, ce serait très difficile pour l'Europe d'être la seule dans le monde à croire qu'elle peut être ouverte sans aucune limite et continuer à accéder aux ressources stratégiques, aux médicaments, aux terres rares, à tout ce qui est produit dans le monde et qu'elle ne produit plus ou trop peu. Alors, est-ce que le prochain Far West, ce sera la partie de conclusion, est-ce que le prochain Far West ou le prochain monde sans régulation et pour des intérêts privés, c'est pas l'espace? Alors je crois que en tout cas, ça obéit à une logique conceptuelle qui est la même. Si on revient donc à cette opposition entre terre et mer, l'idée que sur la terre, ce qui existe, c'est un monde de communautés différenciées, de peuples, des intérêts communs, etc. Et que le monde de la mer, finalement, est un monde d'indifférenciation, sans réelles frontières, sans réelles limites, sans réel espace commun, etc. L'espace a les mêmes propriétés presque physiques. C'est très difficile pour quelqu'un de revendiquer sa propriété sur de vastes segments de la galaxie. Bon, et donc on peut imaginer qu'effectivement le même genre de problématiques se posent. On le voit d'ailleurs déjà en partie se poser. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu des textes signés pour que l'espace reste un espace commun, mais au sens N'appartiennent à n'appartenant personne. à personne. Voilà, exactement, qui est très différent d'un bien commun. Et aujourd'hui, on voit que tout ça est très fondamentalement remis en cause, déjà par beaucoup d'initiatives à la fois privées et gouvernementales, et qu'à l'avenir, il y aura des ressources dans l'espace, et ces ressources feront l'objet de logiques d'appropriation et de revendication, etc. Donc je crois que les grands principes fondamentaux sont les mêmes et seront mis en danger un peu de la même manière. Ouais. Oui, on sait que certains veulent trouver de l'or, par exemple, sur les astéroïdes, faire des mines Tout à fait, oui, dans l'espace. il y aura plein de projets. Alors, à nouveau, je suis pas apte à juger si c'est réaliste, faisable ou pas, mais en tout cas, dans l'esprit, la logique qui obéit à laquelle obéit le monde spatial ou le monde de l'air en général est très similaire à la logique du monde maritime, cette logique d'indifférenciation, d'absence de souveraineté réellement. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le Luxembourg a misé sur les startups spatiales, puisque c'est un pays qui accueille tout entrepreneur qui a envie d'aller travailler Vous savez que le Luxembourg a même été pavillon de complaisance, alors que la mer au Luxembourg, on peut encore la chercher. Bon, Hein. ils ont le ciel Ouais. au-dessus de leur Voilà. tête. Hein. Guillaume Villemet, merci beaucoup. Je Merci ne à peux vous. que recommander votre ouvrage Le temps de la démondialisation. Je trouve que c'est vraiment une thèse et une approche qui est assez originale, qui est cette opposition entre les intérêts privés et le bien commun, et donc de la mondialisation qui devrait s'arrêter pour rendre un peu au bien commun. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'en profite pour remercier la chronique Agora, partenaire de cet événement, qui nous a hébergés dans ses studios. Nous vous invitons à télécharger gratuitement leur dernier rapport, la meilleure alternative à la monnaie classique en temps d'inflation. Le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Enfin, si vous souhaitez investir dans les métaux précieux, je vous invite aussi à découvrir la solution docoffre.com. À très vite.